مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم. ديما معكم الحصه اللي تجيكم خطره في الاسبوع على ديما تي في. الحصه اللي فاتت خصصناها الافتتاحيه تاع مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بنوازي لو سيك في الطبعه ال11 ديالو، والحصه تاع اليوم ثاني كنخصوها لهذا المهرجان ونعاودوا نرجعوا فيها على اهم الاحداث والافلام اللي شدت انتباهنا. Bonsoir, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Dima Maakoum, consacré aujourd'hui à la 11e édition du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec qui s'est tenu du 18 novembre au 2 décembre. Bien sûr, la semaine dernière, on a aussi consacré l'émission à l'ouverture avec les interviews d'Annie Bichet, la programmatrice, la responsable de la programmation, ainsi que les interviews du parrain et de la marraine de l'édition, à savoir le cinéaste Costa Gavras, ainsi que la cinéaste et journaliste Eridj Sahiri. Alors, donc, on entame directement cette émission avec tout d'abord la présence de Costa Gavras, donc parrain du festival, parrain historique, parrain d'honneur, hein, il est là à chaque édition. Et il a eu quelques mots pour le moins gentils, drôles, mais aussi très percutants lors de l'ouverture. On l'écoute. C'est vrai que vous m'accueillez formidablement bien chaque année, moi et ma femme, Michel. Et je viens avec un grand plaisir. Et c'est tout l'honneur est pour moi de pouvoir être le parrain, ou je dirais plutôt l'ami, vu que le mot parrain a parfois des connotations pas très agréables. Alors j'avais préparé des choses, et je ne vous dis rien du tout, parce que, monsieur le maire, vous avez tout dit. Madame la responsable à la culture, vous avez continué dans la même direction, et vous avez ajouté des choses formidables. Je connais tout ce que vous avez dit, et c'est formidable. C'est formidable parce que l'art, c'est l'essentiel dans la vie. Le cinéma fait partie de l'art. Ce que vous faites ici, c'est formidable. Donc merci beaucoup pour votre travail, merci pour ce festival et la façon de s'agrandir et de se diversifier et continuer, parce que ça dépend essentiellement de vous, vous le savez. L'art, le cinéma plus particulièrement, dépend beaucoup dépend des autorités élues, ceux qui ont la bourse, n'est-ce pas? C'est finalement, il faut dire la vérité. Voilà. Et merci à vous tous. Votre présence, c'est vraiment un encouragement formidable. Et naturellement, je viendrai autant que possible et tout le temps que je peux. La marraine Eridj Sahiri, qui était juste à côté de Costa Gavras, là qu'on voyait à l'image, qui a été tout aussi émue par sa présence, non seulement du fait d'être aux côtés de cinéastes comme Costa Gavras, mais aussi d'autres cinéastes arabes venus du monde arabe, ainsi que du fait que son tout premier long métrage soit à l'affiche de ce festival, son long métrage sous le titre « Sous les figues ». On écoute sa déclaration lors de l'ouverture. Moi, c'est ma première fois ici au festival. Et donc, je suis très contente d'être ici parce que je découvre à quel point c'est un festival engagé. Et donc, ça me donne envie de revenir. Donc, je vous remercie. Voilà, et je me sens déjà chez moi. Et je suis en plus franco-tunisienne, donc ça tombe bien. Parce que parfois, je rêve en arabe et je m'exprime en français. Et parfois, je réfléchis en français, mais je dois débattre en arabe. Donc, c'est ma vie. Aujourd'hui, je suis des deux rives de la Méditerranée. Je cultive cette richesse avec beaucoup d'émotions et d'engagement aussi dans ce que je fais. Parce que ça m'aide à me sentir chez moi, n'importe où je vais. Ça. Et surtout là où il y a de la bienveillance, de la poésie aussi, il en faut, et de l'engagement et du partage. Donc je suis très fière de faire partie du cinéma arabe. Je suis fière aussi, dans le futur, de faire partie du cinéma français. Et encore fière aussi, très récemment, de représenter le cinéma tunisien. C'est un cinéma, le cinéma arabe en général, en tout cas porté par des cinéastes libres, et ce, en dépit de la situation économique et politique de nos pays. Donc je vous dis juste, vive le cinéma qui crée du lien à jamais entre nous. Merci.
Aris Sahiri, qui était très émue d'être là et d'être marraine de ce festival. Lors de l'ouverture, des mises au point ont été faites et des points ont été marqués sur les îles, notamment par les responsables politiques. Comme à l'instant, on va écouter le maire de Noisy-le-Sec, M. Olivier Sarabérouz. Si l'an dernier, j'ai articulé mon intervention d'ouverture autour de la cause palestinienne que nous devons inlassablement défendre, et je remercie la présence de l'association AJPF des villes jumelées de France avec les camps palestiniens et l'association France-Palestine, Solidarité de Noisy-le-Sec, qui la semaine prochaine initie une action au retour d'une mission de jeunes Français en Palestine, la parenthèse est fermée. J'ai choisi cette année de la prononcer autour de la cause des femmes. La plupart des films documentaires réalisés par des femmes dans les pays arabes sont centrés sur des figures habituellement marginalisées, invisibles. Les femmes, celles qui travaillent, celles qui nourrissent, celles qui attendent le retour des hommes partis au front, celles qui servent, celles que la société rejette, ainsi que les enfants. Elles comptent parmi les sujets les plus traités, sans doute en réalité parce qu'ils sont parmi les plus précaires. Quant à la situation des femmes dans le cinéma et l'audiovisuel de France, il faut être lucide. Que ce soit devant ou derrière la caméra, les femmes comptent peu ou toujours moins. Devant la caméra, les femmes ne vieillissent pas, elles disparaissent. 7% seulement des rôles sont attribués aux actrices françaises de plus de 50 ans sur l'ensemble des films français sortis en 2021. Derrière la caméra, seulement 28% des films sont réalisés ou co-réalisés par des femmes. Le devis moyen des films d'initiative française réalisés par des femmes est de 48% inférieur à celui des films réalisés par des hommes. Ajoutez à ce tableau le caractère extrêmement genré des équipes techniques et leur manque de diversité, et nous approcherons du zéro pointé. Le collectif 50 sur 50, qui a réussi à imposer une bonification en cas de parité auprès du CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, a vu sa subvention divisée par 2 cette année. Après la vague MeToo et la brèche entrouverte, l'étau se resserre. Alors oui, le cinéma joue son rôle au sein de ce festival, ou ce festival joue son rôle dans le cinéma. Car le féminisme, l'autodétermination des peuples, l'antiracisme sont des valeurs humanistes dont on doit infuser les esprits. Il n'y avait pas que le maire de Noisy-le-Sec qui a un petit peu mis ou remis les pendules à l'heure, puisque Alexis Lorca y est allé de son petit grain de sel, la vice-présidente des établissements d'Est Ensemble. On l'écoute. Je voulais, au nom pas du maire, il est maire de Montreuil, mais au nom du président d'Est Ensemble, Patrice Bessac, vous souhaiter la bienvenue dans ce cinéma, le Trianon, et sur ce magnifique festival qui symbolise à merveille l'activité des cinémas publics d'Est Ensemble toute l'année, qui travaillent, et comme tous nos établissements culturels, et nous y sommes très attachés, à une ouverture sur des esthétiques extrêmement variées qui permettent de représenter la diversité culturelle de nos territoires. Et les droits culturels, vous les avez un petit peu abordés à travers vos interventions, William et Olivier, donc je ne vais pas revenir sur l'importance de ce festival et l'importance qu'il a notamment dans les relations que l'on peut avoir avec le monde arabe et avec toute cette imagerie et ces caricatures qu'on a souvent. Et nous, notre ambition dans nos politiques culturelles, c'est de pouvoir justement casser toutes ces images, toutes ces caricatures, et sur le territoire sur lequel on vit ensemble. Et l'on vit plutôt bien, malgré ce qu'en disent les médias, sur la Seine-Saint-Denis. Je crois que l'on vit plutôt bien, on vit tous ensemble, et que c'est grâce à des politiques éducatives et culturelles extrêmement ambitieuses qui sont menées depuis des décennies sur ce territoire. Donc, quoi qu'en disent certains médias, voilà, vive la Seine-Saint-Denis et vive nos territoires où l'on vit ces droits culturels et cette diversité culturelle plutôt très très bien. Sur l'ensemble des 9 villes d'Est Ensemble, ce sont 6 cinémas publics
13 salles, et chaque année, grâce à nos cinémas, ce sont 100 000 enfants, sur un peu plus de 400 000 habitants, 100 000 enfants et jeunes qui ont accès à l'éducation à l'image. Alors, si on nous dit que l'éducation à l'image, dans la période que l'on vit et de façon générale, n'est pas essentielle, il faut vraiment qu'on nous le démontre pour qu'on arrête de mener ces politiques qui, pour nous, sont extrêmement essentielles. Et après une 10e édition du Festival du film franco-arabe qui a vu la Palestine mise à l'honneur, cette année c'était le tour de l'Algérie, notamment à l'occasion du 60aire de l'indépendance algérienne. On écoute Wiham Barhouma, adjointe au maire. L'année dernière, pour marquer les 10 ans du festival, nous faisions honneur à la Palestine, pour laquelle nous ne cessons d'avoir une pensée solidaire et sincère, dont nous saluons la résistance face à l'occupation illégale, au nettoyage ethnique et à la spoliation des terres. Cette année, c'est l'Algérie que nous souhaitons mettre à l'honneur, en cette année anniversaire des 60 ans de son indépendance, et parce qu'elle est un véritable symbole de lutte contre la colonisation, pour la liberté, la justice et la dignité des peuples opprimés. En tant qu'adjointe... Merci. En tant qu'adjointe au maire déléguée à la culture, à la transmission de la mémoire et à l'éducation populaire, c'est moins long comme ça. Du coup, j'ai perdu le fil. Je suis convaincue que cela est par des événements comme ce festival que nous réussirons à transmettre le passé, à aborder le présent, mais aussi à ouvrir les horizons de la réflexion sur l'avenir, pour nous et pour les générations futures. Ce festival, nous le voulons résolument populaire. C'est pourquoi nous avons souhaité, en plus de la programmation cinématographique de qualité, qu'il puisse sortir des murs du mythique Trianon, où il se sent si bien, pour parcourir la ville et tous ses équipements culturels et inviter les cinéphiles noiséens et noiséennes, mais aussi ceux de tous horizons, à le suivre. Vous pourrez donc prendre plaisir à découvrir, ou peut-être à redécouvrir, nos équipements lors de ces 2 prochaines semaines à travers une exposition dans notre centre d'art contemporain, des ateliers et des spectacles de danse à la médiathèque Roger Gouillet et au Théâtre des Bergeries, ou encore une journée autour de la transmission orale à la Microfolie. Les enfants pourront, eux, découvrir des spécialités culinaires algériennes dans les cantines de leurs écoles tout au long de la semaine. Mais notre ambition pour ce festival ne s'est pas arrêtée là. Les différentes villes d'Est Ensemble ont elles aussi ouvert les salles de leur cinéma à la programmation de notre festival. Et vous pourrez retrouver plusieurs de ces films à Montreuil, Bobigny, Bagnolet ou encore Pantin. La ville de Romainville, avec qui nous partageons le Trianon, et dont je salue la présence de mon homologue à la culture, Madame Van Pham, proposera elle aussi une programmation artistique. Notre partenariat ne s'arrête pas là, il s'étend aussi en dehors de notre territoire pour une exposition et des projections à l'Institut du monde arabe et au Centre Georges Pompidou. Vous l'aurez compris, ce festival est ambitieux et d'une grande importance à nos yeux. Nous le voulons à la hauteur des enjeux que les liens entre la France et le monde arabe peuvent revêtir. Loin des stéréotypes et des fantasmes, à travers ce festival, nous avons l'occasion de découvrir des histoires autres, à la croisée de nos histoires, de nos identités. Un monde arabe digne, généreux, complexe, d'un héritage historique et scientifique et d'un capital culturel et artistique d'une extrême richesse, où les destins s'entremêlent ou au contraire se séparent. Et on rentre dans le vif du sujet avec la mise à l'honneur de l'Algérie lors de cette 11e édition du Festival du film franco-arabe, notamment par la projection d'un des films cultes autour de l'histoire algérienne, à savoir La bataille d'Alger de Djilo Ponte Corvo, longtemps censuré en France. Sa diffusion lors du festival a été l'occasion de soulever le débat, et ce en présence de l'historien Alain Ruscio. Donc j'ai dû le voir au moins une dizaine de fois. Je trouve que c'est le film le plus fantastique qui a été fait, quoi. Parce que tout ce qui est mis, quoi, a existé, était vrai, quoi. Mais il n'est pas complet, à mon avis, parce que j'ai beaucoup lu sur la guerre d'Algérie. Parce que donc les événements ont commencé à Alger déjà le 1er novembre 1954. Il y a eu des attentats à la radio d'Alger, à l'EGA
Donc EGA, c'est le gaz à électricité d'Algérie. Voilà, donc il y a eu des attentats. Ah non, il n'y a pas eu d'attentat. En 54, tentative on le lit dans les livres d'histoire, donc n'est-ce pas J'en ai lu quelques-uns. Il y a eu l'attentat EGA le 1er novembre 54 à Alger, n'est-ce pas, à la radio d'Alger aussi. Et voilà, ça c'est le premier point que je voulais souligner. Et deuxième point, je trouve que le film n'insiste pas sur le fait qu'il y a eu beaucoup de pieds noirs aussi, des Français, des Juifs et chrétiens, donc qui ont participé à cette guerre. Et le film ne le montre pas. Donc ils ont participé à des attentats. On voit donc les héroïnes algériennes qui déposent les bombes et tout, mais il y avait des Françaises, il y avait Dami Elmine qui a déposé donc la bombe automatique. Si je peux me permettre de vous interrompre, je vous laisse la parole après. Le monsieur qui prépare les bombes, j'ai oublié son prénom, il s'appelait Timsit, c'est un communiste, un juif communiste algérien. C'est lui qui a, Daniel Timsit, merci, qui avait préparé ces bombes. Les bombes, enfin, d'après ce qu'on voit, c'est un Algérien, comment il s'appelle donc, attendez, ça va me revenir. D'ailleurs, son vrai nom est cité dans le film. Mohamed Taleb, le prénom je ne me rappelle plus. Abdelrahman Taleb, je crois que c'est ça, Abdelrahman Taleb. Et il est cité, là on le voit d'ailleurs, même physiquement. Il y a un boulevard à Alger qui porte son nom. Abdelrahman Taleb, il me semble. Donc c'est lui qui fabriquait les bombes, hein, d'après les livres d'histoire, parce que moi j'en ai lu des livres sur ça. Donc je trouve que le film n'insiste pas sur cet aspect donc, de participation des autres communautés, donc des juifs, des chrétiens, anticolonialistes bien sûr, et ils ne sont pas montrés dans ce film. Enfin, c'est les deux insuffisances que je voulais signaler. Voilà, c'est mon avis, quoi. Voilà. Oui, moi je ne partage pas votre jugement sur le film, mais par contre, l'oubli d'une façon générale, et malheureusement, dans une partie de l'historiographie algérienne d'ailleurs, l'oubli de la lutte de certains juifs ou, entre guillemets, chrétiens, enfin, non musulmans en tout cas, français, est trop souvent oublié. Je vous rappelle quand même que c'est au milieu de cette bataille d'Alger que Fernand Yveton, communiste algérien, a été guillotiné par le gouvernement français, sur ordre du gouvernement français, encore une fois. Vous allez dire, j'ai une deuxième bête noire ce soir, mais encore une fois, c'est sur le décret qui a été signé, c'était par François Mitterrand. Et puis, c'est le moment où a été arrêté Maurice Audin, juin 1957, et donc ensuite assassiné, sous une forme de disparition à laquelle personne n'a cru. C'est le moment où Henri Alleg a été arrêté, horriblement torturé. Et puis le rôle important de ce qu'on appelait les libéraux, catholiques souvent, par exemple la famille Cholet, par exemple, des gens qui étaient très engagés dans le soutien, soit politique, mais c'était très difficile, vous imaginez, le Parti communiste algérien a été dissous, interdit à partir de septembre 1955, donc avant même la fin de la première année de guerre, et donc tous les opposants dont vous parlez, qui ont existé, qui ont eu un rôle considérable. Vous avez peut-être vu le film sur Yveton, d'ailleurs, qui s'appelle De nos frères blessés, qui est vraiment un très très beau film, qui a eu malheureusement très peu de succès. Donc voilà, vous avez raison de souligner ce rôle, mais c'était peut-être pas le but principal de ce film. Et puis je vous rappelle que vous pourrez voir quelques débats qu'on a pu couvrir lors de ce festival sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Autre film de la même période, mais moins bien connu que la bataille d'Alger, Les Oliviers de la Justice, du réalisateur américain James Blue. Pourquoi cette œuvre est-elle si particulière? Pierre Grasse nous l'explique. Il est enseignant de cinéma à Paris 8 et conférencier. Il a expliqué aux spectateurs qui sont venus voir le film dans la séance qui a suivi la projection et la séance débat. Donc. Les Oliviers de Justice, c'est un film tout à fait mythique dans l'histoire, plus que l'histoire du cinéma français, parce que bien sûr ça parle d'une histoire qui concerne la France et l'Algérie, puisque c'est le seul film commercial qui évoque la guerre d'Algérie, la colonisation, et qui était tourné en Algérie pendant la fin de la guerre d'Algérie. Donc il faut bien que vous compreniez que le film, bien sûr, a une visée, j'allais dire, humaniste, mais ce n'est pas un film qui est pro-FLN. Hein, ce n'est pas un film qui va prôner une indépendance armée de l'Algérie, de toute manière, parce que le but du film, c'est de sortir dans des salles françaises
et qu'à l'époque, la censure interdit complètement de parler de la guerre d'Algérie, même sous aucun... Les allusions sont dangereuses. Alors le film va en parler quand même. Il y a d'autres films qui sont tournés du côté du FLN. Ce sont des courts-métrages faits avec des moyens différents, qui circulent de manière militante en Algérie ou en France, mais qui sont interdits par la censure, donc qui ne visent pas la sortie commerciale. Alors que c'est bien le but de ce film-là. Le film, il est adapté d'un roman de 1956 de Jean Pellegrini, et c'est le romancier lui-même qui non seulement adapte le film, mais va jouer le personnage principal du père. Il y a aussi un personnage de fils qui est le deuxième personnage central du film. Et le film sera très très intéressant, parce que par certains côtés c'est un film de la nouvelle vague, donc ce mouvement de renouvellement du cinéma français entre 58 et 62, voilà, dont les principales figures sont Truffaut, Godard et Chabrol, avec un aspect très très documentaire qui est assez typique de cette nouvelle vague. Et donc vous allez découvrir des plans qui sont filmés dans les rues d'Alger, où l'acteur circule au milieu d'individus qui vivent à Alger. Vous allez découvrir aussi les bidonvilles d'Alger. Ce n'est pas du tout des bidonvilles de studio, c'est les vrais bidonvilles. Et donc, il y aura cet aspect documentaire qui est très fort. Mais en même temps, le film a un côté romanesque, une structure très originale, parce qu'il va nous faire circuler constamment dans le passé et le présent, pendant qu'en même temps, le personnage principal du fils, lui, va se projeter sur l'avenir de l'Algérie. Et pour toutes ces raisons-là, c'est à la fois un film vraiment complexe. Vous verrez qu'il y a j'ai évoqué les deux personnages principaux du père et du fils, mais il y a aussi des personnages d'enfants qui sont tout à fait touchants. Les enfants, vous allez le voir dans le film, ils deviennent adultes. Les enfants qui jouaient ensemble tranquillement, enfants, se retrouvent, alors pas opposés, mais dans des situations très, très différentes une fois qu'ils sont adultes. Et je crois que c'est aussi pour ça que le film peut toucher beaucoup, voilà, 60 ans après, aussi parce qu'il évoque des questions humaines tout à fait importantes. Alors pour finir, un tout petit mot de ce qui rend encore le film plus mythique, c'est la personnalité de son réalisateur, parce que ce James Blue, j'imagine que les uns et les autres seraient bien en peine de me citer le titre d'un autre de ses films, alors qu'en plus c'est un Américain, donc on a toujours cette idée du cinéma américain, les Américains nous envoient plein de films. Bon, James Blue, il n'a fait aucun autre film de fiction. Il a eu une vie malheureusement relativement courte, puisqu'il est né en 1930, il est mort en 1980. Et après ce film-là, alors pourquoi est-ce qu'il a tourné Les Oliviers de la Justice? Parce qu'il était en fait en France depuis les années 50, où il était l'élève de l'école de cinéma qui s'appelle l'IDEC, avec d'autres étudiants étrangers, dont un étudiant de l'IDEC étranger que vous connaissez beaucoup mieux, puisque c'est Constantin Costa-Gavras, qui lui était grec. Il était rentré en même temps que James Blue, et d'ailleurs Costa-Gavras évoque James Blue dans ses souvenirs. Donc James Blue était en France, c'était quelqu'un à la fois de politisé qui voulait aussi utiliser un nouveau langage cinématographique, donc il va s'engager dans ce projet. Ensuite il fera quelques courts-métrages en France, mais qui ne sont absolument pas connus, et il repartira aux États-Unis où il va œuvrer dans le champ d'un documentaire social éducatif pour des institutions publiques, donc avec une visée aussi militante. Donc, comme souvent, voilà, un film qui est l'unique film de son auteur, c'est aussi un objet tout à fait particulier. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que l'Algérie a été à l'honneur et à l'affiche de ce festival du film franco-arabe dans sa 11e édition, mais cela n'a pas donné lieu qu'à la diffusion et à la projection d'œuvres anciennes, bien au contraire. Hein. C'était aussi l'occasion pour le public d'assister à la nouvelle vague, la nouvelle génération de cinéastes algériens, notamment lors de l'avant-première du film Houria de Mouniem Dor, ovationné par le public présent en salle. Merci. Moi, j'aimerais dire à quel point on est très heureuse d'être, heureuse, il n'y a pas de garçon, heureuse d'être ici ce soir. C'est notre vrai
première, on va dire parisienne, région parisienne, puisqu'en fait on a fait quelques régions de France, et là c'est vraiment une belle occasion de nous voir toutes. On est très, très heureuse d'être ici parmi vous, et on espère que le film vous a plu. J'ai l'impression que votre personnage est très très beau. Merci. Votre personnage est vraiment très gentil. Merci d'être là, merci d'être nombreux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Algériens. Ah, très bien, alors le film vous a bien parlé, super. Super, voilà, merci pour vos retours, et c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, hein, il y avait des Algériens, c'était un public avide de questions et de curiosités, d'ailleurs, comme va le démontrer un extrait du débat qui a eu lieu après la projection du film Houria de Mounia Mdour. Bonsoir. Alors moi je voulais poser une question par rapport au scénario, parce que je m'intéresse à l'écriture de scénario. Et donc je voulais savoir comment ça s'est passé pour vous, l'élaboration des situations et des personnages. Est-ce qu'il y a eu un travail de documentation ou des entretiens avec des personnes réelles qui vous ont inspiré des personnages, ou est-ce que c'est plutôt un travail d'imagination? Alors c'est une question très intéressante qui va aborder donc l'écriture du scénario. Moi je viens du documentaire, hein. J'ai fait pas mal de documentaires, et lorsqu'on est documentariste on travaille énormément sur les archives, sur des situations réelles, et essayer de trouver un point de vue pour raconter une histoire. Alors sur Papicha il y a eu énormément de travail d'écriture, plus de 6 ans, et sur celui-ci c'est 3 ans. Donc c'est 3 ans d'écriture. Bien évidemment on a consulté énormément de médecins, de neurologues, de psychologues pour comprendre, d'ailleurs avec Lina, comment se passe en fait le trauma chez cette jeune femme, mais aussi au sein de ce groupe de femmes qui ont tout un deuil à partager. Donc il y a eu énormément de Zoom à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas, c'était en plein Covid, avec beaucoup de personnel médical, avec des infirmières aussi, qui nous ont expliqué comment se passait le retour de la parole aussi. Donc ça c'était vraiment une somme de travail assez conséquente, mais bien évidemment pour chaque département, c'est-à-dire que pour la musique ça a été aussi une évolution déjà dans l'écriture du scénario pour avoir un personnage crédible qui va passer donc d'une danse plutôt classique, rigidifiée, vers quelque chose de plus libérateur. Donc il y a eu vraiment tout un travail avec la chorégraphe aussi. On a vu vraiment on a lu et vu toutes les chorégraphes avec leur spécificité, de Pietra Gala à toutes les autres. On a vu beaucoup de vidéoclips aussi avec Lina pour essayer de trouver vraiment on va dire la voix chorégraphique finalement de ce personnage. Et donc tout ce travail-là dure plus de 3 ans pour essayer de trouver la justesse, la cohérence. Et moi je travaille beaucoup les personnages secondaires aussi. J'aime vraiment tisser des trajectoires avec des personnages qui vont évoluer ou pas, mais qui est vraiment une vraie transformation, une transcendance dans leur parcours et dans l'aventure qu'on raconte. Donc voilà, c'est par étapes, c'est un très long cheminement. Mdour, est-ce que vous mettez des barrières quand vous écrivez vos scénarios, de peur par exemple d'être censuré? Non, ça s'appelle de l'auto-censure. Non. Généralement, enfin sur Papicha, ça a été le cas. Sur celui-ci, ça a été la même chose. C'est-à-dire, je suis assez libre. C'est la chance aussi des films d'auteur, je pense, c'est de pouvoir vraiment s'exprimer sans se censurer, sans avoir de barrière. Et là, moi, je l'ai vraiment raconté tel que j'avais envie, avec son contexte et son sous-texte, puisque en fait le contexte est assez important avec l'histoire des repentis, avec le terrorisme, avec les fantômes du passé, mais aussi avec ce groupe de femmes, toute cette envie de raconter de l'individuel au collectif, toute cette entraide entre ces femmes. Donc non, ça a été tout à fait facile à écrire, c'est-à-dire j'ai été comme assez libre. Alors bonjour, déjà je voudrais vous féliciter pour ce film que j'ai trouvé émouvant et super beau, mais j'aurais une question, pourquoi ne pas conclure sur ce terrorisme à la fin du film? Voilà, on a cette scène magnifique de danse, mais pourquoi pas de conclusion? Alors
En fait, c'est une conclusion qui est juste avant. C'est-à-dire lorsque l'héroïne principale, Ouria, donc part chez cette avocate qui a refusé de l'aider au début, accepte finalement. Vous savez, quand elle lui montre des images de tout ce qu'elle a pu voir sur ces attentats, en fait, elle accepte. Et c'est pour ça qu'elle demande à Ouria de récupérer le dossier médical. C'est-à-dire qu'elle va prendre en charge son affaire. Autre film aussi projeté en avant-première, La Dernière Reine de Damien Onouri et Adila Bendemarad. Damien Onouri qui était présent pour la séance post-projection et les débats. Une séance qui a attiré fans, amis et curieux. L'occasion pour Damien Onouri de revenir sur les motivations qui les ont fait travailler, lui et Adila, sur cette histoire, en particulier à mi-chemin entre le conte et la légende. C'était pas un problème que ce soit une légende ou qu'elle existait. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était intéressant de savoir si elle existait, pourquoi on l'a effacée, et si elle n'a pas existé, pourquoi on a eu le besoin de l'inventer. Et donc, et après, un personnage légendaire au cinéma, ça permet de faire un beau chemin de personnage. Et nous, on aime bien cette tradition un petit peu du conte, tout comme dans la littérature, de la tragédie, et donc ça permettait de ce qu'on savait de cette légende, c'était la scène finale, le suicide face à Rouge. Oui, c'est ce que vous connaissiez de cette histoire. Oui, de cette femme qui l'aurait affronté, qui aurait eu peut-être une romance entre les deux, et ce geste tragique à la fin, qui aurait redonné l'honneur à Alger. Après, nous, ça nous intéressait de déboulonner les statues et de montrer ce qu'ils auraient pu être comme êtres humains. Et puis aussi, de façon plus générale, l'histoire des femmes n'est jamais comptée, ou très très peu, seulement quand elles font des faits d'armes, on va dire, plus masculins. Et donc avec Adila, ça nous intéressait beaucoup de faire ressurgir un petit peu l'histoire de cette femme. Et dans l'assistance, une personne a posé une question autour de la langue utilisée dans les dialogues du film, à savoir Darija, le dialecte arabe algérien. Damien Onouri s'est fait un plaisir d'expliquer la démarche et d'insister sur le fait que Adila aurait été mieux placée pour en parler. Adila, ça lui tient vraiment à cœur de toujours travailler la langue, et donc l'arabe algérien, la Darija. Et c'est vrai qu'elle a fait un travail assez conséquent avec le comédien Tarek Barara qui joue son chef de garde. Donc, tous les deux ont beaucoup travaillé sur les dialogues de façon assez poussée, en travaillant l'algérien plutôt ancien. C'est pas mal inspiré de... On a encore les traces de cet arabe dans la poésie, dans la musique, dans le chabi par exemple. Et on s'est rendu compte qu'en fait, énormément de mots étaient quand même compris, voire utilisés dans certaines parties du pays. Donc ils ont dû, à quelques endroits, un petit peu moderniser, bien sûr, pour que le film reste connecté à maintenant. Mais il y a eu ce travail comme ça, vraiment poussé sur la Darija. Et parce que c'était vraiment important de le faire, parce que c'est la première fois, je ne pense pas me tromper, mais que les Algériens vont se voir à l'image en 1500 parlant leur langue. C'est jamais le film le plus ancien qui remonte dans l'histoire, c'est Fatma Soumer, et ça va au 19e siècle. C'est la première fois qu'on allait avoir des Algériens, des personnages algériens qui parlent notre langue en 1500. C'est pour ça que c'était important de bien travailler ça. Et après, sur les autres langues, effectivement, le film est un peu polyphonique. Arouj, avec son frère, Arouj, donc il parle en arabe, en berbère, mais entre corsaires il y a du yougoslave. On a le comédien Dimitri Boeto qui joue le grand frère, lui est corse et du coup a vraiment travaillé avec un ami sarde, et ils ont vraiment essayé de travailler la langue des ports, qui était un peu le sabir, ce qu'on appelle le sabir, la langue des ports qui était parlée à l'époque, qui mélangeait comme ça du corse, du sarde, un peu d'espagnol, d'italien. L'actrice Nadia Tereskevich parle en finnois, parce qu'historiquement il est dit que Arouj était polyglotte, parlait anglais, français, italien, espagnol, arabe et grec. Donc on a voulu un peu ramener un peu toutes ces musiques, mais en faisant qu'en même temps tout le monde se comprend, et parce que
à l'époque, quand on allait dans un port, dans une ville, on adoptait très vite la langue. Donc l'algérien était compris, mais on gardait quand même cette identité dans les langues. Donc un festival du film franco-arabe, une 11e édition très riche en émotions, avec des films comme Farha, qui a fait l'ouverture, de Darin J. ou encore Notre ciel, notre fleuve, de l'Irakienne Maysoun Pachachi. Des émotions qui parfois sont difficiles à mettre en image. Ce fut le cas pour le dernier opus de Rachid Hamid, sous le titre Pour la France, à travers lequel le réalisateur aborde une histoire personnelle et un drame personnel. C'est Olivier Pourriol, co-scénariste, qui nous explique où se situait la difficulté. Sur l'écriture, moi je suis arrivé tard, je connaissais pas Rachid, c'est le producteur qui nous a présenté. Je travaillais au CNC avec le producteur sur des... On échangeait on était dans une commission d'aide à l'écriture et à la réécriture, c'est-à-dire qu'on voyait passer beaucoup de scénarios avant le tournage, à un moment où vous avez besoin d'être aidé, mis en forme, accompagné. Et on a beaucoup parlé de scénarios ensemble pendant 2 ans et on a appris à s'apprécier. Et à un moment, Nicolas Mauvernet, donc le producteur, m'a dit « Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur le film de Rachid. Ça fait 6 ans qu'on travaille dessus et comme c'est son histoire, c'est compliqué. C'est compliqué de faire de la fiction avec sa propre histoire. Et donc moi, je suis intervenu dessus, on s'est bien entendu, parce que j'aime beaucoup la fiction. J'aime les gens qui arrivent à inventer quelque chose qui rend la vie plus belle, quelle que soit cette vie, et tout en regardant de face la vie comme elle se passe. Et voilà, donc avec Rachid, on a beaucoup discuté, et étonnamment, il avait écarté des choses de son scénario que je lui ai fait remettre, qui étaient vraiment arrivées, parce que c'était tellement improbable. Vous voyez par exemple la scène avec dans le funérarium, des dernières scènes, là, avec le garçon qui a un maillot du PSG. C'est une vraie scène, parce qu'en fait, dans ces métiers-là, on n'a pas besoin de porter des costumes noirs pour les morts, on les porte pour les vivants. Donc quand on manipule les corps, en fait, on n'a pas besoin d'être habillé autrement que ça. Donc ça, c'est une vraie scène. Je dis ça, il faut le mettre. Ça, c'est la vérité. Voilà, donc ça, c'est des choses, par exemple, vous voyez, c'est des genres de conversations qu'on a eues. Moi, j'étais là au départ pour apporter de la fiction, mais finalement, je l'ai plutôt ramené vers des choses qui s'étaient vraiment passées, parce que je trouvais qu'elles méritaient d'être partagées. C'est sur une ligne de crête, c'est difficile, parce qu'on n'a pas envie d'assister au chagrin de quelqu'un. C'est pas de la fiction, le chagrin, hélas, ou tant mieux. Et donc, voilà, on a essayé de trouver quelque chose qui soit partageable par tous. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est l'histoire de 2 frères. C'est l'histoire de 2 frères, c'est la vérité de l'histoire de 2 frères. Et quand on a un deuil, on ne vit plus qu'avec des souvenirs. Et là, ce qu'on a essayé de faire, je ne sais pas si on y est arrivé, mais c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec le travail qu'il a fait sur la lumière, qu'il a fait sur on a essayé de traiter les flashbacks autrement que des flashbacks. Des émotions, il y en a eu aussi lors de la projection inédite de L'Olivier sauvage, film de Kamel Azzouz, un travail de 6 ans dont le sujet principal n'est autre que Mziane Azaïch, le fondateur du cabaret sauvage. Au fait, je suis bouleversé, au fait. C'est vachement dur de se regarder grand écran, en train de raconter des choses. À vrai dire, sincèrement, si je savais que c'était pour faire un film, Kamel, quand il est venu me voir, pour me demander qu'il travaillait sur un projet, de cinéma, qu'il était en apprentissage. Ma démarche, c'était pour l'aider, pour lui donner une possibilité, un peu de sujet comme ça. Et au bout de 2 ans, moi j'ai jamais consacré de ma vie à un projet de 2 ans, jamais. Et là, au bout de 2 ans, je m'aperçois, au fait, il a encore beaucoup de travail. Et ça a duré 6 ans. Et là, je me suis dit, ça y est, je ne peux pas lui faire faux bon non plus. Il faut que je vais jusqu'au bout. Et j'ai été jusqu'au bout à essayer de raconter des choses, mais au fait, il a sélectionné, parce que moi je suis bavard.
je parle beaucoup. Et comme je parle beaucoup, la première chose qui me vient à la tête maintenant, tout de suite, c'est de dire un grand merci à ses parents qui sont déplacés d'Algérie, qui sont dans la salle. Et je leur dis bravo. C'est ça l'amour pour ces enfants, c'est ça, de les suivre, qu'est-ce qu'ils font. Et moi, je suis un papa, j'avais des parents, et mes parents, ils m'ont tout donné comme ça, hein, comme les parents à Kamel qui viennent d'Algérie pour voir un travail qu'ils auront pu voir chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. C'est pour ça que moi, tous mes projets, si vous allez analyser tous les projets que je porte au Cabaret Sauvage, c'est pour rendre hommage aux anciens ou pour rendre hommage aux gens. Et il faut savoir la vie, ça va trop vite. Moi, j'ai regardé le film, déjà dans le film, j'avais 5 ou 6 amis qui sont plus là. Oui, j'imagine. Il y avait Idir, on avait Jamal Alam, on avait notre camarade Rachitar, on avait Ghem. Bien sûr, oui. Ta grand-tante aussi. Ouais, ma tante, on avait d'autres. Et du coup, il faut vivre le moment. Présent. Le moment, il faut le vivre le plus agréablement possible. Oui, tout à fait. Absolument, parce que comme disait Méziane, moi aussi j'ai vécu ce moment carpétien. C'est que vivre ce moment présent à travers toutes ces années de tournage. C'est un projet qui a duré 6 ans à peu près. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir malgré les difficultés de production, de financement et tout. Et moi je suis très très fier d'avoir croisé un jour le chemin de Méziane Azaïch. Il m'a beaucoup apporté déjà à moi. On n'est pas tout à fait de la même génération, même si on se ressemble un peu, paraît-il. Et franchement, ça m'a enrichi. Moi, j'ai grandi et je suis très admiratif de son parcours. Et c'est ça qui m'a motivé pour porter le film jusqu'à son aboutissement. Et des gens comme Méziane, il n'y en a pas 36, quoi. Et surtout par rapport à le projet l'un des projets de sa vie, hein, c'est pas le seul projet, c'est le Cabaret Sauvage, l'œuvre de sa vie, une des œuvres de sa vie, et c'est un lieu de bonheur, de partage. Oui, de partage et aussi de générosité à l'image de Méziane. Le festival a été aussi l'occasion, comme à chaque édition, de rencontrer les talents d'aujourd'hui qui feront, on l'espère, le cinéma de demain à travers sa compétition de courts-métrages. Voici un extrait récap de la remise des prix. Ne pleure pas, Alima, de Sarah Bouzy. Bravo. Du jury documentaire est attribué à Amour et Galilée, de Nader Chakoul et Leila Menham. De mémoire, il y a là. Voilà donc pour la remise des prix. Hein. Et puis cette année, il y a eu une nouveauté dans le cadre de la remise des prix des courts-métrages, à savoir le prix des lycéens. Pendant les vacances de la Toussaint, 8 films sélectionnés ont été présentés et donnés à visionner à une classe de lycéens, le lycée Liberté à Romainville.
Et ils ont été cadrés, les lycéens ont été encadrés par un enseignant de cinéma pour leur expliquer comment pouvoir juger de la qualité d'un film, d'un scénario, afin qu'ils puissent eux-mêmes décerner un prix retour en images. Bonsoir, cette année notre classe a eu la chance de faire partie du jury du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Nous tenons à remercier le cinéma Le Trianon de Romainville de nous avoir accueillis, David et Jean, qui nous a aidés à comprendre le monde du cinéma, ainsi que nos professeurs, mesdames Truqui et Brassier. La sélection des courts-métrages a été riche. Nous avons dû choisir un seul gagnant parmi les 8 films qui nous ont été proposés. Ce film, après des longs débats, et pour une grande majorité de la classe, mérite d'obtenir un prix, que ce soit pour son scénario, sa qualité de l'image et du cadre. On estime que le public sera impressionné par la suite suggérée de l'histoire, par l'utilisation de leur chant qui laisse place à l'imagination, et parce que ce court-métrage traduit une histoire particulière avec la France par sa langue et par le fond. Son message nous a beaucoup touchés. La classe de première LCQ du lycée Liberté de Romainville a donc désigné comme vainqueur Ça, c'est confectionné par la classe. Je me sens très chanceux d'avoir reçu ces 2 prix de la part de la jeunesse, de la part de la classe, de votre classe. Donc il y en a un pour moi et puis un autre, je vais le donner à mon co-réalisateur Youssef Agal qui ne pouvait pas venir, il habite Marseille et était très chargé malheureusement, il aurait bien voulu être là. Merci aussi aux organisateurs, Annie Bichet qui fait un travail formidable, depuis longtemps, et au festival du film franco-arabe. Voilà. Avec la photo de souvenir. Justement, en parlant de la jeune génération, Darin Sellem, cette réalisatrice jordano-palestinienne dont le film Farha a fait un film inédit, a fait l'ouverture de cette 11e édition du film franco-arabe à Noisy-le-Sec, qui est une habituée du festival qui a connu son premier festival il y a de cela plus de 10 ans, nous livre ses impressions sur cette édition et aussi quelques secrets selon elle de réussite. بس احنا اليوم مش بأي مهرجان، هذا المهرجان كثير عزيز على قلبي. هذا المهرجان جيت أول مرة بال2012 مع فيلم قصير اسمه الظلام في الخارج. كان أول مرة يجيبوا الفيلم اللي فايز بالنسخة الأردنية من فرانكو أرب فيلم فيستيفال بالأردن لنوزيلوسك، فكنت معه. وبعدها بكم سنة كنت بفيلمي القصير الثاني، أو مش الثاني، واحد من أفلام القصيرة الببغاء 2017. وهلأ بعد 10 سنين من 2012 أول فيلم، هلأ 2022 فيلم الافتتاح كان فيلمي الطويل الأول فرحة. فالمهرجان هذا هو عبارة عن في علاقة صداقة بيني وبين الأشخاص اللي بيشتغلوا فيه. هذا المهرجان بالنسبة لي هو هوم، يعني هو مكان، هو بيت عائلي وكوزي وكتير حميمي يعني المهرجان. نصيحتي دائما بحكي ما الفرص ما بتجينا، نحن لازم ندور عليها وإحنا نخلق الفرص. هاي الشغلة الثانية كتير بحس مهم يكون واعي الجيل هذا أو صناع الأفلام على كيف إنه يكونوا صادقين بالأشياء اللي بيحكوها. دائما إذا عم تحكي شيء جد من قلبك وعم بتكون صادق بطرحك للأمور، بيكون أقرب لقلب الجمهور. دائما هاي بحكيها أنا بكل، حتى لما أعمل ورش عمل، طول ما في إشي عم تحكيه أنت حاسس فيه، معناها الناس رح يحسوا فيه.
c'est l'heure de faire le bilan de cette édition, 11e édition du Festival du film franco-arabe. Nous allons écouter Annie Bichet, responsable de la programmation du festival, qui cette année avait participé pour la dernière fois au festival puisqu'elle prend sa retraite. On l'écoute. Les chiffres de fréquentation sont plutôt sympathiques. On fait mieux que l'année passée. On est un peu plus de 4000 entrées déjà, donc c'est bien. On retrouve un joli chiffre qu'on avait fait, je crois, la 3e édition. Et après, ça avait été un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Puis avec le Covid, sachant les baisses de fréquentation générale, j'étais un peu inquiète pour le festival. Mais voilà, je suis contente des résultats, contente de cette édition, je crois, à tout point de vue. Les retours qu'on a eus par rapport à la programmation ont été plus que positifs. Vraiment, j'avais eu des retours vraiment très, très sympathiques. Les gens regrettaient même de ne pas pouvoir voir tous les films. Parce que dans une vie, c'est pas évident, en travaillant et tout ça, en combinant tout ça. Et puis, oui, par rapport à l'Algérie, ça a été de jolis moments, vraiment au pluriel, avec le côté plutôt historique, hein, le retour sur la guerre d'Algérie, liée aux 60 ans des accords d'Évian. Et puis, le cinéma contemporain algérien, qui a vraiment attiré le public, un public vraiment qui était fan, qui est même venu de loin. On a un couple qui est venu de Calais pour voir La Dernière Reine, mais des choses incroyables, avec leurs petites valises, ils étaient trop mignons, ceux-là. Je garderai en souvenir et que tu es ravi, quoi. Donc il y a eu des choses comme ça assez extraordinaires qui dépassent un peu tout ce qu'on peut espérer d'un festival de ce type. C'était vraiment, vraiment bien. Mais il y a un noyau de public qu'on retrouve d'année en année, qui sont vraiment des fidèles, qui voient quasiment tout, enfin beaucoup de choses. Et puis après, en fonction des films, on a des publics particuliers qui sont attirés. Soit il y a les Algériens qui viennent voir les films algériens, les Tunisiens, enfin voilà, il y a aussi toutes les communautés. Et puis les gens aussi qui sont intéressés par tel ou tel film, suivant le sujet, le casting, la provenance. Donc voilà, ça bouge à chaque film. Non, le festival veut toujours mettre en avant beaucoup d'avant-premières. L'idée du festival, c'est que les films soient inédits en France. Donc il y a soit des films carrément inédits qui n'ont pas de distribution et qui sont réellement inédits. On ne sait pas s'ils vont sortir en salle. Et puis beaucoup d'avant-premières. Là, il y a beaucoup de films qui vont sortir. Il y a quelques films qui vont sortir courant décembre, d'autres sur le début de l'année 2023. Donc l'idée, oui, c'est de créer des événements avec des avant-premières, d'offrir aux gens les films avant qu'ils sortent. Certains qui vont sortir même beaucoup plus tard, en avril, mars-avril. Et pour les gens, c'est un cadeau, puisqu'ils voient les films avant tout le monde, ils les voient sans rien connaître des films, et puis en présence des équipes, ce qui est un plus. Eh bien, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que les films un peu de partout avaient envie de rêver, avaient envie un peu de s'échapper du réel trop douloureux ou trop plombant, et qu'ils avaient envie d'emmener les spectateurs soit du côté du fantastique, de la poésie, du thriller, de l'imaginaire, et de bouger un peu les lignes, de ne pas rester scotché au réalisme, au réel. Le réel est présent, il raconte beaucoup de choses sur les sociétés d'aujourd'hui, mais ils ne se contentent pas de ça. Ils ont envie d'autre chose. Je pense qu'il y a un potentiel, on a un potentiel d'entrée supplémentaire évident, donc voilà, il faudrait qu'on ait, je pense, un peu plus de moyens humains et moyens financiers pour développer davantage ce festival qui repose beaucoup sur quelques personnes, mais voilà, c'est peut-être pas assez pour que ce festival prenne un peu toute sa dimension. Et puis on attend avec impatience l'arrivée du métro. Quand le métro arrivera aux portes du Trianon, je pense que voilà, le public parisien, même des autres banlieue pourra venir beaucoup plus facilement. En ce moment, là, cette année, c'était encore très très galère, donc ça changera sans doute la donne du festival. Malgré son départ en retraite, Annie Bichet pense déjà aux prochaines éditions et au bonheur que cela pourrait procurer aux différents amateurs de cinéma une fois que le Trianon est relié au réseau métro. Nous avons aussi profité de la présence de Wiham Barhouma, déléguée adjointe au maire de Noisy-le-Sec, enseignante et ainsi déléguée à la promotion et développement de la culture, à la transmission de la mémoire et à l'éducation populaire. Donc à la fin de ce festival, on a réussi à la voir dans une petite interview pour lui poser la question du bilan, bien sûr, mais aussi des objectifs et des buts de ce festival. Qu'est-ce qu'il en est? On l'écoute.
plutôt ravie, ouais. Je suis plutôt ravie. Alors moi là c'est le 2e festival que je vis, donc on a fait l'anniversaire des 10 ans du festival l'année dernière, là c'était la 11e, donc c'est vrai que c'est une redécouverte pour moi parce que l'anniversaire c'était une édition un peu spéciale, mais là cette 11e édition, enfin la 10e je me disais bon il y a beaucoup de monde, mais c'est parce que c'est le 10e, c'est l'anniversaire. Non là la 11e je suis très surprise parce qu'on a vraiment... c'est la première fois que je vois la queue à l'extérieur du Trianon jusqu'au bout de la rue. On a énormément de monde. Là, pour le film La Dernière Reine, c'était complet, mais bien à l'avance. Donc, et puis, c'est un public qui est très divers parce qu'on a plusieurs tranches d'âge, on a des gens qui viennent d'un peu partout. On a beaucoup de Noiséens aussi. Donc, ça, j'en suis très ravie parce que le but, c'était aussi de recentrer le festival à Noisy-le-Sec et que les Noiséens et les Noiséennes se l'approprient. Là, on a un spectacle de danse qui s'appelle au Théâtre des Bergeries. On a une journée sur la transmission orale à travers les recettes arabes, à travers la danse, les cultures, etc. à la Microfolie. On a une expo d'un artiste libanais au Centre d'art contemporain, la Galerie. Et le but, c'était que tous les équipements culturels de Noisy-le-Sec, parce qu'on a une ville qui a beaucoup d'équipements culturels, heureusement, puissent profiter en fait de l'événement, se nourrir de cet événement-là et irriguer voilà, les quartiers et permettre aux quartiers d'avoir, on va dire, des antennes où s'étend le festival du film franco-arabe. Il y a un but politique forcément, de toute façon art et politique, hein, on ne peut pas vraiment les dissocier. Le but politique, c'est à la fois de mettre en avant la culture du monde arabe, les cultures du monde arabe, et aussi nous, quelque chose qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est de contrer justement ces discours négatifs qu'on a sur le monde arabe aujourd'hui, cette espèce de criminalisation aussi en fait des peuples arabes qui sont soit relégués à des peuples qui sont en guerre, dans la misère, etc. Enfin, on réduit à ça. Soit des peuples violents envers leurs femmes, envers les peuples parce qu'on dit voilà que c'est des dictateurs, c'est machin, etc. Et le but, c'est un peu de déconstruire tout ça, voilà, de redonner à chaque chose sa juste part et de voir ce monde sous son vrai jour. Qui est celui de réalisateurs qui le connaissent, qui ont vécu là-bas, qui vivent dans les pays du monde arabe et qui le racontent à leur façon, à travers leur regard et de mille et une manières en fait. Notre engagement, en fait, on a besoin de l'afficher, on a envie de l'afficher au vu du tournant que prend la société, qui est quand même un tournant très inquiétant. Donc non, on n'est pas du tout dans une volonté de draguer un électorat, au contraire, en fait, on est plutôt dans une volonté de réaffirmer des valeurs qui devraient être des valeurs humaines, des valeurs sociales, et vraiment au vu de ce qui se passe aujourd'hui, notamment vis-à-vis des migrants, on entend parler de bateaux qui sont refusés aux portes du pays parce que, je cite, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ou on connaît toutes ces phrases horribles qui ont été dites. On a des politiques qui sont hyper discriminatoires, on a des traitements aussi à l'intérieur du pays mais aussi à l'international qui sont atroces. Donc aujourd'hui c'est important en fait qu'on affirme clairement ce qu'on porte comme combat et le festival c'est un moyen aussi d'affirmer en fait ces luttes. Nous aujourd'hui le choix qu'on fait c'est de laisser quand même une belle part à la culture et le but de ce festival c'est justement de faire vivre la culture. Donc oui, ça a un coût, c'est un choix et aujourd'hui la ville porte entièrement le coût de ce festival. On est en lien avec Est Ensemble mais c'est vrai que voilà, on paye entièrement le festival parce qu'on fait le choix justement de choix politiques, justement de promouvoir la culture. Des choix assumés, des choix engagés, comme vient de le dire Amber Homa, adjointe au maire de Noisy-le-Sec, déléguée à la promotion et au développement de la culture et à la transmission de la mémoire et l'éducation populaire. Voilà donc pour ce qui a retenu notre attention lors de cette 11e édition du Festival du film franco-arabe qui s'est déroulé du 18 novembre au 2 décembre 2022 à Noisy-le-Sec, principalement pour la projection des films au niveau du cinéma Le Trianon, mais aussi à travers d'autres établissements appartenant à Est Ensemble, un peu partout, notamment à Montreuil. Il y a eu aussi des spectacles de danse, des expositions, comme on vient de l'entendre, des expositions d'artistes, une semaine dédiée à l'art culinaire algérien dans les écoles de Noisy-le-Sec.
espérons que l'année prochaine soit pleine aussi d'autant d'émotions, d'autant de plaisir et avec tout plein de films qui attireront notre curiosité à nous, spectateurs. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez sur notre chaîne YouTube ou alors sur notre page Facebook revoir à volonté tout ce qu'on a pu capter comme débat lors des séances de projection qui ont eu lieu durant ce festival. À ciao, à la khair.